Bonjour à tous, je suis Sébastien Gervois, je suis chargé d'études en modélisation, je suis basé à Grignon et je vais vous présenter une brève introduction sur le changement climatique. Euh, alors, donc voilà, la partie que je vais présenter, donc c'est la brève introduction. Ensuite, donc ma collègue Anne parlera de l'atténuation du changement climatique. Et ensuite, donc Stéphane parlera de la dernière partie, comment s'adapter à l'échelle des systèmes de culture, et fera la conclusion. Voilà, les objectifs du webinaire, il y a deux grands objectifs. Donc la première, c'est d'éclairer la réalité du changement climatique et des principales évolutions prévues. Et également de donner des pistes, donc à la fois pour atténuer et s'adapter au changement climatique en mobilisant les leviers à l'échelle système de culture. Donc, en ce qui concerne l'introduction, donc tout d'abord, voilà, je vais vous présenter la courbe, enfin le diagramme des températures observées donc, à l'échelle annuelle. Donc, c'est des moyennes annuelles pour toutes les stations de France métropolitaine. Donc, ce sont voilà, uniquement des données observées donc, par les stations de Météo France. Et voilà, donc c'est un graphique qui s'étend de 1900 jusqu'à l'année 2020 comprise, voilà, qui a été mis à jour et qui montre une accélération donc, du réchauffement climatique. Voilà, le diagramme parle du même. À partir de l'année 1987, voilà, les scientifiques se mettent d'accord sur une rupture et on voit donc voilà, les barres qui deviennent complètement rouges à partir de 1900, justement 87, sachant que justement la barre du milieu, le zéro, c'est l'écart par rapport à la normale sur 30 ans, 1961-1990. 1990. Et depuis, on a un réchauffement de 0,2 à 0,3 degrés par décennie. Alors, pour vous illustrer également voilà, des exemples d'événements climatiques qui sont fréquents voilà, ces dernières années et qui impactent les cultures de Terrenovia, donc, en particulier donc, le colza, par exemple sur les 5 dernières années. On a 4 années où, justement sur la période d'implantation, donc sur la période 15 août, 15 septembre, les précipitations voilà, sont nettement plus faibles que la normale sur les grands bassins de production du colza. Donc la carte de gauche, c'est les précipitations sur la normale. Donc, voilà, en vert et en jaune, c'est autour de 50 mm. Et puis, voilà, ben, les couleurs parlent d'elles-mêmes. Donc, 2016, 2018, 2019 et 2020, avec des précipitations beaucoup plus faibles, en particulier donc, sur les zones de colza et plus particulièrement la zone intermédiaire qui s'étend de la Lorraine jusqu'à Poitou-Charentes. Ensuite, donc là, ce que je vous présente, c'était des données observées. Donc, pour les données futures, voilà, on fait appel à la modélisation. Et en particulier donc des modèles de climat, c'est un modèle de circulation générale de l'atmosphère. Et donc ces modèles, ils ont en données d'entrée les scénarios qui ont été établis donc, par la communauté du GIEC. Donc il y a 4 scénarios qui sont des scénarios contrastés et voilà, qui permettent de faire à la fois des études, on va dire, de ce qui pourrait arriver le plus probable dans le futur, et puis de regarder aussi l'impact que pourraient avoir différents scénarios d'évolution des gaz à effet de serre, donc de 2,6. Donc c'est vraiment voilà, le scénario minimum, qui est très très ambitieux, avec des réductions drastiques des gaz à effet de serre. Donc vous voyez, c'est sur la courbe. Le graphique du bas, c'est la courbe verte, donc avec voilà, une stabilisation des émissions de gaz à effet de serre. Et puis ensuite, donc, on a différents scénarios 4.5, 6 et 8.5. Le 8, c'est le scénario extrême, donc avec aucune réduction de gaz à effet de serre. Et les chiffres, les résultats que je vous montrerai après, c'est avec le scénario 4.5, donc c'est une évolution raisonnée des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, une fois que ce modèle, ou ces modèles plutôt, ont été tournés, on a à disposition donc, des données climatiques futures au pas de temps journalier, à une résolution spatiale de 12 km, pour la température, le pluie, le rayonnement, le TP, l'humidité du sol, donc tout pour faire des bilans agro-climatiques. Donc, je vais vous présenter sur la diapo d'après donc, où déjà on peut visualiser donc, ces données. Donc, il y a 2 portails qui sont un peu des portails de référence
donc qui sont chapeautés par Météo France. Donc, Climat HD, voilà, c'est un site internet avec un public très très large, grand public. Donc, on peut à la fois voir les données historiques et les données futures. On a en termes de visualisation à la fois en série temporelle et en carte et à différentes échelles spatiales, donc de régionale jusqu'à nationale, et une évolution temporelle saisonnière et annuelle. Le petit bémol, voilà, c'est une mise à jour qui est, alors suivant les vues, il faut être juste un petit point de vigilance qui est irrégulière. Donc voilà, donc il y a certaines vues qui datent un peu. Donc faites voilà, attention aux périodes si vous prenez des supports sur ce site-là. Et donc le portail Drias, donc un public un peu plus averti, mais voilà, tous les participants de la réunion ont largement les compétences pour accéder à ce portail, avec donc uniquement les données futures, de visualisation sous forme de carte. À l'échelle nationale, l'échelle temporelle est plus affinée, donc on peut accéder à l'échelle mensuelle, en particulier tout un certain nombre d'indicateurs agrométéo, comme seuils, des sommes de température, accès à l'évapotranspiration, avec une mise à jour qui est très fréquente. La dernière a été au mois de décembre 2020. Voilà, le seul petit bémol, c'est que, voilà, par exemple, si on fait des sommes de température, on ne peut pas changer les bornes. Voilà, les bornes sont fixées par le portail. Ensuite, donc, les deux dernières diapos, c'est pour présenter quelques évolutions futures prévues. Donc, c'est les différences donc, pour la projection 4.5, donc on va dire le scénario médian. Je me suis mis sur un horizon à court terme, hein, donc 2020-2050, donc, par rapport à la référence, donc 1961-1990. Et je vous ai illustré donc quatre cartes avec la première, c'est le raccourcissement des cycles végétatifs. Donc, c'était par exemple pour le tournesol, pour montrer voilà, que la récolte va être plus précoce. Là, j'ai pris l'exemple de variétés précoces pour avoir un échelle le plus nationale possible d'une vingtaine de jours. Bon, il y a des différences plus grandes sur le Hauts-de-France. Voilà, c'est une partie où, en tout cas sur la période 61-90, le tournesol n'était pas cultivé. Donc c'est sûr qu'il y a des grosses différences sur les dates de récolte. Et voilà, derrière ça, il y a aussi une extension des zones de culture pour les cultures de printemps. La réduction du nombre de jours de gel, donc entre 30 et 40%, en plus fort sur les bordures océaniques, parce que là, les gelées sont moins fortes, et donc voilà, un réchauffement, il y a une suppression des jours de gel. Voilà. Donc on peut euh, craindre une augmentation des attaques de bioagresseurs. Et ensuite, donc pour la partie hivernale, c'est plutôt une augmentation des pluies. Donc peut-être un risque d'anoxie donc pour les cultures d'hiver, mais on peut aussi profiter pour une bonne recharge des réserves hydriques et éventuellement voilà, mettre en place des retenues collinaires pour l'irrigation pour les cultures de printemps. Et ensuite, donc pour la partie estivale, c'est voilà, des sols de plus en plus secs. La réduction des précipitations dans ces scénarios est assez faible, on va dire autour de 5 à 10%. Par contre, l'augmentation de l'évapotranspiration est très forte. Et donc, en termes de bilan, précipitation moins évaporation, sur la période juillet, août, septembre, voilà, on a vraiment une grosse différence entre 60 et 90 mm, en particulier donc, sur les zones continentales qui vont se réchauffer un peu plus fortement. Donc avant de passer la main à ma collègue, je voulais présenter une brève synthèse donc, des évolutions prévues à la fois donc pour les températures et les pluies, voilà, la diminution du nombre de jours de gel, j'en ai déjà parlé, la réduction du cycle des cultures, les épisodes voilà, de forte chaleur en été qui vont s'accroître éventuellement en durée, une reprise végétation pour les cultures d'hiver à la sortie hiver, donc qui serait plus précoce. Les pluies voilà, en hiver, donc qui vont augmenter, les pluies en été qui vont légèrement diminuer, et l'évapotranspiration qui va augmenter à toutes les saisons. Aujourd'hui, voilà, il y a relativement peu d'études sur la variabilité climatique, que ce soit à l'échelle interannuelle, mais aussi à l'échelle décadaire et mensuelle. Donc avec voilà, la persistance, par exemple, de certains types de temps, comme la sécheresse ou des épisodes de pluie, voilà, qui peuvent aussi impacter l'agriculture. Donc, avec tous ces impacts, voilà, il y a une nécessité à la fois donc, de s'adapter pour réduire l'impact du changement climatique.
que ma collègue Anne Schneider va vous présenter, et un peu de façon couplée pour réduire aussi les émissions donc, de gaz, de s'adapter, pardon. C'est Stéphane Cadou qui va vous présenter la présentation, et pour réduire à la fois donc, de façon couplée les émissions de gaz à effet de serre, pour réduire la sévérité du changement climatique. Parce qu'on voit voilà, que les différents scénarios, il y a des différences importantes, et en particulier, il y a un seuil autour de 2 degrés, et donc voilà, chaque réduction d'émissions est importante. Voilà, donc je laisse la main à ma collègue Anne Schneider pour la suite sur l'atténuation du changement climatique. Oui, bonjour à tous. Donc, en deuxième partie, donc là, on a bien vu que le changement climatique est une réalité, elle est de plus en plus prégnante. Et donc, il est assez urgent d'agir. Et comment est-ce qu'on peut agir, en fait? Donc, on sait très bien qu'effectivement, les activités humaines sont responsables de près de 80% des réchauffements climatiques. C'est-à-dire que c'est possible de faire quelque chose et c'est nécessaire. Donc, pour ce faire, c'est bien la réduction des gaz à effet de serre qui sont émis dans l'atmosphère qu'il faut tenter de réduire. Et on sait en fait qu'au niveau de la France, l'agriculture est responsable en fait de 20% des émissions de gaz à effet de serre au total, et elle est responsable de 88% des émissions lorsqu'on regarde que les protoxydes d'azote, N2O, sachant qu'il faut avoir en tête que ce gaz protoxyde d'azote a un pouvoir réchauffant de près de 300 fois plus fort que celui du CO2, et que ça concerne grandement les productions végétales. Et ces émissions sont fortement liées aussi au cycle de l'azote. C'est aussi une urgence qui est un peu dépassée. Il y a tellement de fuites par rapport au bouclage du cycle de l'azote, et une liaison très forte avec le management, la gestion de la fertilisation azotée. Donc, on a bien à la fois une responsabilité et une marge d'action, notamment dans le secteur des productions végétales en France. Donc, comment faire face à ça, et surtout comment utiliser aussi des opportunités, puisqu'en fait, les contributions vertueuses permettent aussi de participer à la stratégie nationale bas carbone de la France. Cette feuille de route que s'est dessinée la France est fixée par 2 objectifs, à la fois atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050 et réduite l'empreinte carbone de la consommation des Français. Donc, quand on parle de neutralité carbone à l'horizon 2050, il faut avoir en tête que ça veut dire qu'on a autant de quantité de gaz émis que de quantité de gaz séquestrés. Et pour la France, cet enjeu, en fait, renvoie à une division, enfin, un facteur 6, dans le sens où il faut réduire par 6 les émissions en 2050 par rapport à 1990. Donc, il y a des opportunités de reconnaissance, de participation à cet effort, et également de financement possible, notamment pour ce service qui s'appelle le service climatique, de valorisation lorsqu'on veut mobiliser le marché carbone pour accéder à des crédits carbone. Des crédits carbone. Alors, la France, depuis 2 ans, s'est dotée en fait d'un système pour essayer de renforcer les moyens de ses ambitions, et notamment avec ce qu'on appelle le label bas carbone. Qu'est-ce que c'est? C'est un cadre de certification qui a été porté par la France depuis donc, 1919. Pas 1919, 2009. Excusez-moi, il y avait des gens qui voulaient rentrer dans la salle en même temps. Je vais laisser mes collègues le faire. Oui, donc le label bas carbone est un cadre qui permet en fait de mieux comptabiliser les réductions d'émissions de gaz à effet de serre qu'un projet territorial veut vendre de gré à gré. C'est-à-dire qu'en fait, le porteur de projet peut du coup s'appuyer sur une méthode référencée et approuvée pour calculer l'effet des leviers qu'il aura mis en place dans le projet qui est lié à une exploitation ou à plusieurs exploitations agricoles, et du coup pourra vendre après la vérification par un auditeur ses crédits sur le marché carbone auprès d'un acheteur. L'acheteur peut être privé ou public à voir. Donc, en fait, ce label bas carbone apporte une certaine garantie et intégrité pour les projets qui sont vendus de gré à gré.
Et dans ce cadre-là, il y a plusieurs méthodes qui sont en cours d'écriture ou qui ont été approuvées. 3 ont été approuvées au niveau du secteur agricole et un surtout pour le secteur des élevages bovins, un sur la haie et un sur la plantation des vergers. Et il y a également des méthodes en cours d'instruction pour une approbation, notamment une qui concerne les grandes cultures et dans laquelle Thierry est impliqué. En effet, cette méthode portée par les associations spécialisées et les instituts techniques des grandes cultures souhaite faire approuver une méthode pour quantifier en fait les réductions liées à la modification dans le secteur des grandes cultures sur les pratiques ou les changements de système au niveau de cet atelier-là. Donc, c'est en cours d'approbation et on attend avec impatience de savoir, certainement en juin, qu'est-ce qu'il en est. En tout cas, cette méthode est l'occasion de mobiliser plusieurs volets pour essayer de participer à cette atténuation du changement climatique. Et on propose d'utiliser les 2 volets possibles pour cette atténuation, sachant donc c'est les réductions des volumes émis de CO2 et de N2O, et également l'augmentation du stockage de carbone dans les sols pour séquestrer plus de gaz à effet de serre. Voilà, sachant qu'il faut aussi prendre en compte que dans ce 2e volet, il y a un risque de non-permanence qu'il y a à prendre en compte, puisque le stockage de carbone doit être fait sur le long terme. Et donc, pour ces 2 types de catégories de leviers, on a proposé une série de leviers techniques, soit par une meilleure gestion de l'azote, par réduction des doses apportées ou par une meilleure efficience de l'azote apporté, et soit par des changements de pratiques ou de la reconception de systèmes, notamment en insertion des cultures à faible besoin en azote, et notamment les légumineuses qui permettent de fixer l'azote atmosphérique. Également par une moindre consommation des combustibles fossiles, soit sur l'exploitation agricole, soit par les passages mécaniques, soit par le type d'énergie qu'on mobilise pour l'irrigation. Et l'autre volet, le stockage de carbone, c'est surtout par un plus grand retour de la biomasse au sol, soit par l'augmentation des quantités de biomasse restituées par les couverts ou par les résidus de culture, ou l'allongement justement des prairies, ou alors l'augmentation des apports du recyclage par les matières organiques et matières amendantes d'origine résiduaire. Donc, tous ces différents leviers, on s'est basé sur le fait qu'ils étaient référencés, qu'on avait des quantifications possibles, levier par levier, qui étaient réelles, qui sont de l'ordre par des données, enfin des études antérieures, qui sont de l'ordre de 10 kilos équivalent CO2 par hectare et par an, jusqu'à 3000 kilos, donc 3 tonnes, selon les leviers. Donc, c'est dans la combinaison en fait, de ces leviers qu'on va pouvoir avoir le nombre de quantités de réduction d'émissions permises par l'évolution du système de culture. Et évidemment, on testera cela lorsque la méthode sera approuvée pour voir dans le cadre du label bas carbone combien ça représenterait au niveau de la rémunération. Mais de toute manière, ces leviers sont existants, qu'on sollicite ou pas des crédits carbone. Le fait aussi le type de produit sur l'exploitation agricole, de production agricole, peut aussi engendrer des effets sur l'aval. C'est ce que permet le label bas carbone. Pour le moment, dans la version 1, finalement, les leviers en relation avec les réductions en aval, l'empreinte aval n'est pas prise en compte dans la version 1 de la méthode. Donc, dans tous ces leviers, en fait, il y en a un qui est notamment la mobilisation des légumineuses. Et là, je voulais vous l'illustrer, puisque c'est un levier à fort potentiel. Et notamment, par exemple, on le voit ici, lorsqu'on insère des légumineuses à graines, donc qui sont récoltées, dont on exporte les graines, on voit que ça permet d'éviter de façon certaine des émissions de gaz à effet de serre pendant la culture, et aussi en réduisant les engrais azotés mobilisés et donc en réduisant les intrants, les gaz à effet de serre liés à la mobilisation des intrants en amont. Et là, lorsque vous voyez ce graphe, ce sont les données de référence d'Agribalise qui quantifient l'impact climatique par analyse de cycle de vie pour les matières premières agricoles en sortie champ. Et on voit que pour une année donnée, on a des réductions qui sont de l'ordre de moins 80% pour une culture légumineuse à graines par rapport à une culture fertilisée comme le blé.
Donc, on économise 2 tonnes équivalent CO2. À cela s'ajoutent des réductions liées aux modifications rendues possibles par la gestion des apports et des passages mécaniques au cours des années suivantes. Et donc, il y a une réduction supplémentaire liée aux cultures qui vont suivre. Ça a été quantifié dans l'éco-alim. Donc tout ça, c'est pour illustrer finalement la force de ce levier-là. Je montre ce graphe qui montre qu'en fait, l'insertion du poids dans la rotation a plus d'impact que les ajustements de pratique. Le premier bâton représente donc l'impact, enfin les émissions de gaz à effet de serre d'une rotation colza-blé-orge. Et on voit que la mobilisation soit du semi-direct, soit de la matière organique apportée en plus dans les 2 bâtons suivants permettent une atténuation, mais très faible, alors que si on fait une reconception du système en incluant du poids dans la rotation, on a alors un impact beaucoup plus faible, pas encore un tiers, mais conséquent lorsqu'on insère cette culture. Et c'est par des études précédentes, en fait, multicritères, ont permis d'étudier ça sur un nombre conséquent de systèmes de culture qui incluent ou pas du poids, avec l'appui de conseillers de 3 régions, Beauce, Bourgogne et Moselle. Ils ont été comparés par analyse de cycle de vie pour une série de critères environnementaux. Et le tableau résume, vous voyez que c'est assez vert, c'est-à-dire qu'en fait, par rapport aux 100% du témoin sans poids de la région, on a dans tous les cas plutôt des réductions des impacts environnementaux et notamment de la colonne effet de serre. Et c'est-à-dire qu'on arrive à des données de moins 8 à moins 16 pour les dimensions réduction des gaz à effet de serre, mais également énergie qui est assez équivalent en termes d'impact. Et d'autres travaux plus récents sur les systèmes de culture testés au champ permettent aussi d'illustrer les effets de réduction des gaz à effet de serre lorsqu'en en plus de l'insertion des légumineuses, on mobilise une panoplie plus large de leviers. Là, je vous présente un résumé très bref de résultats d'essais au champ phytosol et cypre qui montrent qu'en fait, on a une réduction de gaz à effet de serre de 7 à 33, enfin une réduction de moins 7 à moins 33% par rapport au système de référence régional considéré, dans tous les cas. Donc la combinaison des leviers permet d'aller plus loin. Par ailleurs, le deuxième volet, donc la séquestration par stockage de carbone, est illustré. Enfin, j'aimerais vous l'illustrer sur les aspects système de culture, mais pour le moment, je voulais déjà revenir sur la notion. Et le stockage de carbone est très lié en fait à la dynamique de la matière organique dans les sols. Et pour comprendre ça, il faut juste on utilise beaucoup des modèles qui permettent, puisque ce phénomène de stockage de carbone est assez lent, on mobilise des modèles comme le modèle AMG, qui est basé sur le calcul d'un bilan humique. Le bilan humique, en fait, ça permet de caractériser le statut organique des sols par la différence entre des entrées et des sorties de carbone humifié de carbone dans le stockage dans le sol. Et donc, il y a d'une part en vert l'ensemble des entrées par la restitution, pardon, les entrées de carbone en fait par les résidus organiques, en fait, qui viennent soit des cultures, des résidus de culture ou des apports organiques, et les sorties qui sont en fait liées à la minéralisation de la partie qui est le carbone actif, en opposition au carbone stable qui, lui, reste dans le sol sur des temps de résidence de plus de 1000 ans. Le carbone actif, lui, peut être minéralisé et la minéralisation annuelle, qui est lente, et apporte des sorties annuelles qui sont influencées par les facteurs climat, texture du sol et travail du sol. Et donc, c'est cette différence entre les entrées et les sorties qu'il faut considérer pour voir en quoi il y a augmentation de la carbone humifiée qui ensuite peut permettre de prétendre à des réductions d'émissions de gaz à effet de serre par séquestration. Et là, je vous montre simplement des résultats donc par la simulation AMG sur une série de cultures. Donc, sont illustrées par ce graphe donc, les quantités de carbone humifié. Vous voyez, je ne sais pas si vous pouvez voir
ma flèche là. Mais donc, les barres de couleur saumon représentent la quantité en kilos carbone par hectare de carbone humifié qui est apporté ici, par exemple, par le colza dans un sol superficiel, dans le Berry. Et dans tous les cas, on voit la quantité apportée par les différentes cultures et par les pailles laissées au sol ou les couverts d'interculture, en plus en vert ou en jaune. Et cette somme de ces bâtons-là montre donc l'entrée. Et il faut voir en quoi elle permet de compenser ou pas ce qui est simulé par le rouge, les pertes annuelles de carbone liées à la dynamique du sol. Et donc vous voyez qu'à gauche et à droite, les dynamiques sont différentes parce que les sols sont plus ou moins profonds et que les dynamiques sont différentes. Et du coup, à la fois les rendements et la quantité apportée au sol permet ou pas de compenser les pertes. Mais de façon globale, on voit que des cultures comme le colza, qu'ils soient associés ou pas à des légumineuses, ou le maïs, permettent d'apporter beaucoup de carbone humifié et donc de favoriser plutôt le stockage de carbone, si c'est suffisant par rapport à ce qui est minéralisé. Et les couverts d'interculture longue permettent aussi d'apporter en fait un plus pour ce volet-là. Finir juste par une illustration sur la réflexion au niveau du système de culture. Lorsqu'on veut combiner l'ensemble des leviers, ça, à la fois le volet stockage de carbone et réduction des émissions, qu'elles soient directes ou indirectes. Là, c'est le cas de 5 situations dans le réseau CIPRE. Et on voit que, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour vous montrer que la première ligne, stock de carbone, peut donner des tendances plus ou moins intéressantes selon les situations lorsqu'on compare le système innovant par rapport au système de référence. Par contre, c'est bien au niveau d'un bilan global qu'il faut regarder. Le bilan gaz à effet de serre annuel, ici rapporté à l'année, les autres lignes sont sur l'ensemble. Rapporté à l'année, on voit que les différences sont peut-être différentes par rapport à ce qu'on aurait vu sur la ligne stockage de carbone ou la ligne gaz à effet de serre. On est bien là à devoir finalement trouver des compromis entre stockage de carbone et pertes azotées, notamment par émission de gaz à effet de serre. Dans tous les cas, de ce cas-là, on voit qu'il y a quand même des meilleurs bilans des systèmes innovants par rapport aux références. Voilà, donc on aura peut-être après, donc on va donner plus de références possibles sur des cas systèmes de culture, soit levier par levier, soit en situation agricole par des diagnostics carbone dans l'avenir au niveau des instituts techniques agricoles. Voilà, pour conclure, je dirais juste qu'il faut rappeler que l'intérêt de réfléchir au stockage de carbone, c'est aussi, c'est à la fois parce que c'est un puits, mais c'est aussi un levier pour la fertilité des sols, puisque c'est très en lien avec les dynamiques de matière organique et que la matière organique est au centre des 3 dimensions de la fertilité des sols et donc de la robustesse des cultures. Donc, je laisse la parole à mon collègue. Merci Anne. Eh bien voilà, donc pour conclure sur cette dernière partie, sur l'adaptation du changement climatique, d'abord quelques éléments sur les différentes stratégies d'adaptation. La première chose, c'est de dire qu'on a parlé, oui, de changement climatique, qui est une notion un peu globale avec des modifications de paramètres climatiques à l'échelle globale. Et en fait, on sait très bien que ça va se traduire de façon très différente, de façon très variable à l'échelle locale, par des événements particuliers à l'échelle locale. C'est ces événements-là qu'il faut bien connaître pour caractériser les risques climatiques et les évolutions possibles localement. Tout ça, ça va conduire à une exposition au risque. Donc, dans les stratégies d'adaptation, la première stratégie, ça va être d'essayer de réduire l'exposition à ces risques climatiques, donc une stratégie d'évitement. Mais ça peut aussi être une stratégie qui va essayer de viser à réduire la sensibilité des cultures et des systèmes à ces risques climatiques pour limiter donc une stratégie d'atténuation des impacts de ces événements climatiques. Puisque la sensibilité croisée avec l'exposition va donner des impacts potentiels et en fait la vulnérabilité des systèmes, elle va dépendre également des capacités d'adaptation par rapport à ces impacts. Du coup, dernière stratégie, ça va être d'augmenter ses capacités d'adaptation et puis également de profiter d'opportunités offertes par le changement climatique. Sébastien a évoqué par exemple des cultures que l'on va pouvoir cultiver dans des secteurs où l'on ne pouvait pas le faire avant. Et c'est également différentes échelles pour s'adapter, des échelles de temps à court terme pour faire face au changement climatique qui est vécu actuellement, et puis à plus long terme
pour se préparer aux projections climatiques. Et puis différentes échelles aussi de temps et d'espace au travers des cultures et des systèmes. À l'échelle des cultures, il va falloir adapter, voire diversifier les itinéraires techniques. Et ça, l'enjeu, ça va être d'esquiver les principaux risques climatiques pour une culture, de sécuriser les levées, et puis d'atténuer les impacts des aléas climatiques grâce à des cultures plus robustes, plus résilientes. À l'échelle plus, on va dire, générale, globale du système, ça va être de répartir les risques d'exposition dans le temps, dans l'espace, atténuer les impacts grâce à des stratégies qui vont favoriser la robustesse des cultures et puis la régulation des bioagresseurs aussi. Et puis, plus globalement, finalement, au-delà du système de culture, à l'échelle de l'exploitation, donc du système de production, là encore, ça va être d'essayer de répartir les risques, d'atténuer les impacts, et puis d'augmenter de façon un peu plus générale la résilience de l'exploitation. Et ça peut passer par des ateliers complémentaires, des ateliers de production complémentaires, la maîtrise des charges au niveau de l'exploitation, par exemple. Alors, quelques éléments d'illustration, d'abord sur l'aspect échelle de chacune des cultures, et puis donc une première stratégie qui est la stratégie d'esquive. Je ne vais pas rentrer dans le détail de cette diapo là qui présente une simulation du risque, notamment de déficit hydrique, du poids en fonction de différentes, du poids protéagineux en fonction de différentes dates de semis. Ça a été présenté lors du webinaire changement climatique sur le poids. En gros, simplement pour vous dire, cette diapo, elle montre que d'abord, en choisissant le poids d'hiver, ça permet d'avoir une culture moins exposée au déficit hydrique que le poids de printemps. Et que même pour le poids de printemps, en fait, avec des semis précoces, on arrive à réduire de moitié l'exposition au déficit hydrique. Donc un levier majeur au niveau de chaque culture en termes d'esquive des risques climatiques. Deuxième exemple où je parle plutôt de la stratégie d'atténuation vis-à-vis des cultures. Donc l'enjeu, là, c'est d'augmenter la robustesse des cultures face aux aléas. Et puis, je vous ai illustré ici le cas de l'association légumineuse céréales. Donc là, c'est une photo qui est prise sur notre dispositif CIPRE, une expérimentation système de culture dans le Berry, où là, on voit sur la photo une association pois-blé, photo prise le 25 mai 2016. En fait, là, donc, vous le savez sans doute, printemps 2016 marqué par très forte pluviométrie et des impacts très négatifs sur le pois parce que développement de bactériose. Et on s'est rendu compte de l'intérêt vraiment de l'association, et notamment de l'association avec du blé, qui a joué le rôle de tuteur du pois, qui a permis une bien meilleure aération du pois et qui nous a permis de récolter de façon assez satisfaisante, alors que dans toutes les parcelles environnantes, les parcelles agriculteurs de pois seuls, il n'y a pas eu de récolte parce que la bactériose a tout. Les dégâts étaient totaux en termes de récolte. Dernier point sur les stratégies à l'échelle des cultures, c'est l'enjeu d'arriver à sécuriser l'élevée. Et là, je vais l'illustrer par la démarche globale qu'on a mis au point d'optimisation de l'implantation du colza, qu'on a largement détaillé dans le point technique réussir son implantation pour obtenir un colza robuste. L'enjeu, c'est quoi? Il est matérialisé par le graphe de gauche, qui est le cumul de pluie du 16 août au 15 septembre ici en 2020. Voilà, année compliquée, année avec peu de pluie. Alors évidemment, il y a des secteurs où il y a quasiment zéro, donc là, il y a peu à faire. Mais en fait, ce qu'on voit ici, c'est que dans les années qu'on dit compliquées, on a beaucoup de secteurs qui sont dans lesquels on a 20-30 mm au moment de l'implantation du colza. Donc en fait, l'enjeu maintenant, ça va être de réussir la levée et de sécuriser la levée du colza avec très peu d'eau. Et ça, on peut l'illustrer aussi par la photo. Je ne sais pas si vous voyez bien la photo au milieu. Deux parcelles adjacentes, donc deux parcelles adjacentes de colza. À gauche, un colza qui est très très bien levé, très bien développé. À droite, un colza qui s'est très très mal développé, qui est plein de graminées. Et en fait, la seule différence, c'est à gauche un semis avant les pluies, à droite un semis après les pluies. Donc ça montre bien qu'il n'y a pas de fatalité et qu'il faut arriver à optimiser le peu de ressources hydriques que l'on a. Ça passe par pas mal d'éléments à combiner, le choix d'un précédent favorable qu'on va récolter tôt, une optimisation, ça c'est très important, du travail du sol, travailler tôt, limiter le nombre de passages pour éviter au maximum du temps de faire évaporer l'eau.
et puis des semis précoces avant les pluies. Donc voilà, travail du sol précoce, semis avant les pluies, travail avant les pluies pour surtout valoriser chaque millimètre d'eau qui va tomber. Et puis le dernier point sur la sécurisation d'élevés, c'est le cas des couverts d'interculture. Pourquoi les couverts? Parce qu'en fait, les couverts d'interculture, Anne l'a dit, c'est un levier majeur vis-à-vis du changement climatique, parce que le stockage de carbone et d'azote qu'ils permettent contribue donc à l'atténuation du changement climatique, mais contribue également à améliorer la fertilité des sols et donc la robustesse des cultures. Et donc, dans ces contextes d'été sec, l'enjeu, c'est d'arriver à sécuriser la levée des couverts, et ça passe par le choix des espèces, la date et le mode d'implantation. Donc, c'est des choses qui ont été déjà pas mal travaillées dans le cadre notamment de nos réseaux et notamment du GI2E Magellan animé par Michael Geloun de Terrinovia. Et comme il y a encore d'autres, enfin voilà, il y a encore pas mal d'enjeux sur cette partie-là, nous avons des essais en cours en partenariat avec Arvels. Si on passe maintenant sur vraiment une échelle plus globale au niveau système de culture, donc comment augmenter la robustesse à l'échelle des systèmes? Eh bien, si on regarde un petit peu la bibliographie, on voit qu'il est communément admis que la diversification globale du système augmente la résilience des systèmes vis-à-vis du changement climatique. Ça, c'est lié à des complémentarités fonctionnelles, donc par exemple des synergies entre cultures, et puis une répartition des risques dans le temps, dans l'espace. Et pour autant, on s'aperçoit, et ces mêmes auteurs disent bien que finalement les preuves empiriques de cette affirmation, elles sont bien rares, et que quand il y a des bénéfices de la diversification, on voit qu'ils sont très dépendants du contexte. Donc, la grande question, c'est quelle piste on a pour adapter les systèmes, justement, en fonction du contexte. Et donc là, je vous présente l'exemple, encore une fois, du Berry, comment augmenter la robustesse d'un système de culture. Eh bien, nous sommes posé la question avec des agriculteurs, avec des conseillers. Nous sommes partis du système de témoins de la région, le colza-blé-orge, donc dans une situation de sol superficiel caillouteux, d'argilo-calcaire caillouteux, et on s'est posé la question, mais quel système on peut imaginer pour gagner en robustesse vis-à-vis des bioagresseurs notamment, et puis des aléas climatiques. Et donc, avec toutes ces personnes, on a conçu et on expérimente actuellement ce système innovant qui est donc largement diversifié en termes de culture de la rotation, donc avec une rotation allongée, l'insertion de légumineuses comme le pois, comme la lentille pour ramener de l'azote, et aussi dans les couverts, des cultures associées, le colza associé à des légumineuses, le pois associé à du blé, j'en ai parlé tout à l'heure, de nombreux couverts d'interculture, dès que c'est possible, y compris en interculture courte, des dérobés, etc. Donc vous voyez, un système très diversifié dans lequel aussi on essaye de maximiser les synergies, par exemple en positionnant le colza derrière la succession lentilles-blé dur pour apporter plus d'azote au colza et garantir une croissance dynamique et une meilleure robustesse du colza. Et si on regarde les résultats sont moins positifs. Donc j'ai présenté dans ce tableau donc les résultats de performance d'indicateurs qui sont en ligne pour chacune des années depuis le début de l'expérimentation, 2015-2016 ayant été la première année d'expérimentation. Et puis je vous ai mis sur la première ligne les principaux aléas climatiques qui ont été vécus sur ces différentes années. Qu'est-ce qu'on voit? D'abord, première chose très globale, sur tout ce qui est indicateur du bas, IFT, apport d'azote, énergie, émissions de gaz à effet de serre. Très bonne performance, quel que soit le contexte de l'année, très forte réduction par rapport au système témoin, donc côté extrêmement positif de ce système innovant. Par contre, quand on regarde les indicateurs du haut et par exemple l'indicateur marge directe, là on s'aperçoit de performances qui sont bien moins bonnes. Donc la première année, par exemple 2015-2016, qui était marquée par un printemps très humide, moins 20% en termes de marge directe. Très bonne performance par contre en 2016-2017, plus 15% par rapport aux témoins de marge directe dans le système innovant et pas d'aléas climatiques particuliers. Donc en année un peu, disons, normale climatiquement, le système s'en sort très bien. Par contre, ensuite, 3 années compliquées au niveau climatique, dès 2018 avec stress hydrique, début fin de cycle, pareil en 2019 avec en plus un automne très sec, pareil en 2019-2020 avec en plus un automne très humide et un printemps très sec. Et là, on a des pertes qui peuvent être assez lourdes en termes de marge directe. Donc, on s'aperçoit que la robustesse climatique, finalement, elle n'est pas vérifiée. Et donc, nécessité de trouver un meilleur équilibre entre les cultures socles et les cultures de diversification qui sont les plus adaptées dans ce contexte, par exemple, la lentille et le tournesol. Dernier mot là-dessus, justement, eh bien,
une fois qu'on a dit ça, pour reconcevoir un système qui est plus robuste vis-à-vis des aléas climatiques, eh bien, c'est une démarche qu'on est justement en train de faire pour améliorer le système dans le Berry. Voilà comment on propose de s'y prendre. D'abord, d'identifier, de hiérarchiser les échecs qui sont liés aux événements climatiques. Ensuite, identifier les paramètres climatiques et les périodes en cause. Ensuite, analyser les projections climatiques sur ces paramètres pour mieux caractériser l'exposition au risque, pour ensuite pouvoir reconcevoir un système en cherchant à la fois à limiter l'exposition, la sensibilité et augmenter les capacités d'adaptation du système. Et ensuite, chose importante, ça va être d'évaluer a priori la robustesse des performances et pas seulement la robustesse moyenne d'un scénario moyen, et donc pour une diversité de scénarios climatiques. Et enfin, de retenir pour la suite de l'expérimentation le système a priori le plus performant et robuste. J'avais encore une dernière diapo, mais que je vais passer parce que je vois que je vais dépasser le temps, simplement pour vous dire à l'oral l'importance aussi du levier fertilité des sols pour améliorer la robustesse des cultures et donc limiter leur sensibilité aux aléas climatiques. Souvent, je présente des diapos pour illustrer l'impact très positif de la fertilité du sol sur le colza. Eh bien, cette diapo-là, que je vais pas vous décrire, on pourra en discuter si vous le souhaitez, mais montre l'impact positif chez des agriculteurs, chez un agriculteur en particulier, pour améliorer la robustesse, notamment, et ça se voit notamment sur les performances des céréales, et notamment le rendement dans une année compliquée climatiquement. Donc voilà, donc je vais conclure pour laisser du temps à la discussion. Eh bien, principal élément de discussion, de conclusion, hein, c'est de se dire que l'enjeu, ça va être de faire d'une contrainte, le changement climatique, une opportunité. Parce que le changement climatique, donc, c'est une réalité qui impose à l'agriculture de combiner à la fois atténuation et adaptation. Que l'échelle du système de culture, eh bien, elle est très adaptée parce qu'elle permet d'activer des stratégies efficaces en jouant sur les cultures, sur la synergie entre cultures à l'échelle du système, globalement à court terme et à long terme, sur les échelles de temps et d'espace. Que les stratégies d'atténuation qui sont adaptées, ça va d'abord être la réduction de la fertilisation azotée via l'introduction de légumineuses dans les rotations. Et puis, le deuxième point, sur le stockage de carbone via la restitution des résidus de culture. Et donc là, l'importance du choix des cultures, on a vu qu'il y a des grosses disparités entre cultures en termes de résidus qui reviennent au sol, et puis les couverts d'interculture. En termes de stratégie d'adaptation, là, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'esquiver et atténuer les événements climatiques grâce à l'adaptation de l'itinéraire technique de chaque culture, le choix des cultures, la diversification équilibrée des systèmes et l'amélioration de la fertilité des sols et de la régulation des bioagresseurs. Et puis le dernier mot, c'est de dire que, en fait, on voit qu'il y a finalement de nombreuses stratégies gagnant-gagnant qui font de la contrainte d'atténuation et d'adaptation bien une opportunité pour finalement avoir des systèmes qui sont plus robustes et à la fois plus durables. Donc voilà, je vous remercie de votre attention et donc on va pouvoir passer un peu plus de 10 minutes à échanger avec vous. Anne, je te laisse. Oui, pour cela, n'hésitez pas à utiliser la liste de discussion. Pour le moment, donc, il y avait une question par rapport à la lentille et aux réductions d'émissions de gaz à effet de serre, comme j'avais montré des résultats d'Agribalyse. Je voulais juste préciser qu'effectivement, la lentille n'était pas, à ce moment-là, n'avait pas été faite en tant que référence de matière première agricole moyenne France dans Agribalyse. Donc, c'est pour ça que ce n'était pas inclus. Mais bon, ces cultures plus mineures, donc notamment le pois chiche, la lentille et d'autres, pourraient être intéressantes à avoir aussi. Donc, on avait bien listé cette possibilité de faire une ACV sur cette culture-là au niveau de Terrinovia, mais les urgences n'ont pas permis de le faire à ce jour. Si vous êtes intéressé, merci de vous manifester. Et Anne, ce qu'on peut peut-être ajouter, c'est que a priori, les performances de la lentille en termes de réduction d'émissions de gaz à effet de serre doivent être proches des autres protéagineux.
Tout à fait, oui, c'est de toute manière très proche et plutôt du pois que d'autres, puisque les résidus de culture, voilà, sont, enfin, la système racinaire et les résidus de culture sont un peu proches de ceux du pois plus que de la févrole, par exemple. Donc voilà, je pense que c'est assez proche. Mais de toute manière, ça va être des cultures qui seront incluses dans des systèmes de culture sur lesquels on va faire des bilans complets. Après, là, c'est des références par analyse des cycles de vie, mais ça pourrait être refait, surtout si on applique la méthode de label bas carbone sur un système qui la comporte. Donc nous avons notre question de Sylvain Doublet qui demande qu'est-ce qu'une culture socle et qu'est-ce qu'une culture de diversification? Oui, oui, bonne question. C'est vrai que c'est un peu notre jargon. Dans ce qu'on a discuté dans le réseau Berry, ce qu'on considère culture socle, en gros, c'est les cultures historiques bien adaptées à la région et surtout au sol superficiel. En gros, c'est le colza, le blé et l'orge. Donc voilà, on sait bien qu'avec c'est ce qu'on appelle les cultures socles et les cultures de diversification, bah, c'est les autres cultures. Mais c'est lié à ce milieu-là, hein. C'est-à-dire que là, par exemple, le tournesol est une culture de diversification de ce système-là. Le tournesol n'est pas une culture de diversification dans des systèmes du sud-ouest en rotation blé dur tournesol. Donc voilà, c'est lié aussi à la région. Et à l'historique du système de culture en question, quoi. Et à l'historique du système en culture de questions. Et voilà. Et donc là, voilà, l'idée, c'est de bien. On sait bien que le système colza-blé-orge, il a ses limites, que les cultures sont bien adaptées, mais quand elles reviennent trop souvent dans une rotation trop simplifiée, ça pose des problèmes agronomiques qu'il faut résoudre de toute façon. Et donc voilà, d'où l'importance de ce message de trouver cet équilibre pour à la fois gagner en robustesse agronomique, pour maîtriser les adventices, les ravageurs, etc. Gagner en robustesse climatique, mais sans faire peut-être prendre trop de poids sur des cultures un peu plus en limite d'adaptation pédoclimatique. Voilà. Et il y a une autre question sur le fait, justement, le mélange de variétés intraparcellaires est-il un levier pour la robustesse, pour l'adaptation en tout cas? Oui, bah pour la robustesse, ça en fait partie, effectivement, bien sûr, le mélange de variétés. Après, c'est adapté aussi en fonction des espèces, c'est plus ou moins pertinent selon les espèces. Mais oui, bien sûr, ouais, Ça a été testé sur les cas Cypre ou pas? C'est testé, bah, par exemple, Ah bon. en céréales, on y a recours, en Cypre berry, en céréales. Après, il y a surtout un impact positif vis-à-vis des maladies et en fait, c'est pas une problématique vraiment très, très importante. Donc voilà, c'est pour ça qu'on n'en a pas forcément fait vraiment un levier très important du système, mais il y a peut-être d'autres situations dans lesquelles ce serait plus impactant au niveau positif. Et est-ce que la recherche d'un rendement objectif plus faible améliore la résilience? Par exemple, si on passe en agriculture biologique. Je ne sais pas. C'est une bonne question. Bah, c'est sûr. Alors, ce qu'on peut dire quand même, et on l'a vu en 2016 par exemple, avec des grosses baisses de rendement malgré des investissements phyto importants, un décrochage important. C'est sûr que le fait de limiter les charges apporte quand même un peu plus de résilience. Et ça en fait partie, le fait de rechercher un rendement objectif plus faible, ben, on s'adapte aussi plus facilement à des aléas. Ce que je n'ai pas montré ici, c'est si j'avais eu le temps, j'aurais parlé quand même, par exemple, de la stratégie de pilotage de la fertilisation en dynamique vis-à-vis du statut azoté de la plante, parce que ça permet carrément de s'extraire complètement en fait de l'objectif de rendement et donc des erreurs possibles, parce qu'on sait que si voilà l'impact d'aléas climatiques, ça va limiter, ça va mettre beaucoup d'incertitudes sur les postes du bilan et puis surtout sur le rendement final et ça peut limiter pas mal le rendement final par rapport au rendement objectif et donc se retrouver avec pas mal de déséquilibres. Et voilà, ça fait partie des stratégies adaptatives qui peuvent permettre de s'adapter ouais, bah voilà, plus facilement. Anne, n'hésite pas à compléter hein, ou Sébastien,
sur ces questions. Oui, peut-être qu'on n'a pas assez étudié ça. Je sais qu'ils ont plus étudié ça en termes de robustesse ou de résilience dans les systèmes avec élevage. Et nous, il faudrait qu'on précise les données là-dessus, je pense, en ayant bien en tête que voilà, la résilience, c'est vraiment revenir à un état après une perturbation, alors que la robustesse, c'est plutôt maintenir ses performances autour d'une moyenne avec moins de variabilité. Parfois, il y a un peu un mélange entre les deux notions. Voilà, pour repréciser ça. Je ne vois pas d'autres questions. N'hésitez pas à le faire par le biais du... Voilà, c'est une participation par le biais de la liste de discussion. Ce qu'on voit de toute manière, c'est qu'effectivement, toutes ces recherches, que ce soit pour l'atténuation ou l'adaptation, on n'a pas encore toutes les réponses à toutes les questions. Et on voit bien que, avec le changement climatique, il y a un renforcement de la nécessité à s'adapter à chaque situation. Et les recettes toutes faites ne sont pas obligatoirement adaptées dans un lieu donné. Et plus on veut en plus réduire la dépendance aux intrants, notamment pour réduire les impacts environnementaux, notamment le service les changements climatiques, et du coup, on est d'autant plus sujet à ces processus à la fois du contexte, que ce soit le climat ou que ce soit le sol, ou que ce soit Donc, ça renforce la sensibilité, en fait, de la performance des cultures et des systèmes. Donc, on a d'autant plus besoin de bien comprendre les mécanismes pour arriver à adapter le conseil sur le terrain dans une situation donnée selon ce qui se passe, quoi. Ce n'est plus du tout, voilà, la méthode des bilans, il faut la dépasser, mais il y a dans d'autres domaines également, on doit approcher autrement, plutôt par avoir une réflexion de diagnostic initial pour voir qu'est-ce qui est faisable et qu'est-ce qui n'est pas faisable ensuite par rapport à la situation in situ, et ensuite tester au fur et à mesure les différentes pistes. Et je pense que là, c'est vraiment un enjeu tellement fort qu'une approche collective est nécessaire, et en tout cas, les instituts techniques veulent s'approprier ça à la fois sur les deux volets, atténuation et adaptation, pour accompagner mieux les agriculteurs sur le terrain. Est-ce qu'il y aura des situations d'itinéraire technique en agriculture biologique sur les réseaux CIPRE? Alors, donc, des itinéraires techniques à agriculture biologique. Donc, on est bien dans CIPRE, on est bien sur des systèmes de culture, hein. Il n'y en a pas actuellement de systèmes et de situations en bio. Alors, dans les plateformes, hein, puisque vous le savez peut-être, CIPRE, c'est à la fois des réseaux, des plateformes d'expérimentation, des réseaux d'agriculteurs qui évoluent, qui font évoluer les systèmes chez eux, et puis des observatoires. Donc, dans les réseaux, on a des agriculteurs qui sont en agriculture biologique. On n'a pas encore de plateforme avec des essais systèmes en agriculture biologique, mais on est en train de réfléchir à élargir et à augmenter le nombre de plateformes CIPRE. Et donc, ça fait partie des critères d'élargissement. On aimerait pouvoir élargir à l'agriculture biologique. On aimerait élargir aussi à la polyculture élevage, puisqu'on a pour le moment dans les plateformes que des exploitations en grande culture exclusivement. Donc voilà, ouais, c'est sur les deux points qu'on aimerait développer, agriculture biologique et puis polyculture élevage. Je vois on n'a plus que 2 minutes pour être ensemble, et je ne vois pas d'autres questions. Donc, on va pouvoir prendre les toutes dernières questions, et sinon conclure. Voilà, c'était un résumé. De toute manière, s'il y a besoin, vous pouvez revenir vers nous pour plus de détails, parce que c'est difficile de résumer ça en peu de temps. Je ne vois pas d'autres questions. Non. Eh bien, merci. Merci à vous, à tous ceux qui ont participé à ce webinaire. Donc voilà, dernier webinaire sur cette thématique changement climatique, mais voilà, il y en a d'autres, hein, webinaire jeudi de TI, donc n'hésitez pas à regarder pour les futurs webinaires. Merci à tous en tout cas.
et peut-être à bientôt. Merci, bonne journée à tout le monde.